Carlos Sommaruga, qui est sénateur élu au Conseil des États, l'une des chambres du Parlement fédéral à Berne, où il représente la République et canton de Genève. Et cela depuis 2019. Il est membre des commissions des affaires juridiques qu'il préside actuellement, ainsi que des commissions de politique extérieure et de l'économie et des redevances. Par ailleurs, M. Sommaruga est membre de la délégation parlementaire de l'Association européenne de libre-échange Union européenne, ainsi que de la délégation OCDE et de la délégation à la francophonie. De 2013 à 2019, il était précédemment député au Conseil national, la seconde chambre du Parlement fédéral, période pendant laquelle il a siégé au sein de diverses commissions, dont celle des affaires étrangères qu'il a présidée. En outre, Carlos Sommaruga assume la présidence de l'ASLOCA, Association suisse des locataires, et de l'œuvre d'entraide Solidar Suisse. L'AMOPA est sensible à la disponibilité de M. Sommaruga, qui a tenu à être associé à nos travaux, et nous le remercions de cette marque d'intérêt. Vous avez compris, mesdames, messieurs, que c'est à ce parlementaire chevronné que j'ai le plaisir maintenant de céder la parole. Alors tout d'abord, mesdames et messieurs, monsieur le Président, un grand merci pour cette invitation. C'est pour moi un grand honneur de venir prendre la parole devant un tel aréopage, ce d'autant plus que je n'ai pas de qualification pour venir vous parler. Ma langue maternelle n'est pas le français mais l'italien, bien que j'ai fait un cursus en langue française, d'abord dans l'école militaire belge en Allemagne dans les années 60, ensuite au lycée français à Châteaubriand à Rome, et puis l'école publique suisse ici à Genève et à Fribourg. Mais je n'ai pas de titre universitaire, ni de mérite particulier de la défense de la langue française, quand bien même je suis membre de la délégation parlementaire à la francophonie. Peut-être que le seul élément qui me rattache à la question de la langue, à part la langue française et de la francophonie, à part cette présence dans la délégation parlementaire, c'est que je suis, comme ça a été dit, président de l'œuvre d'entraide Solidar, qui a été créée il y a de nombreuses années, dans les années 30, par le Parti socialiste et les syndicats, et que dans un des projets phares d'ailleurs de Solidar, au Burkina Faso, nous avons poussé pour l'enseignement bilingue, pour justement faciliter l'intégration et l'apprentissage des jeunes enfants qui n'arrivaient pas à suivre l'enseignement en français, et que finalement ce projet que nous avons développé il y a environ 40 ans est aujourd'hui devenu un modèle intégré par les autorités burkinabées, et ce qui nous, naturellement, nous remplit de fierté. On se dit que finalement on a travaillé de manière intelligente. Ceci dit, je viens d'abord à vous féliciter de venir à Genève, République et canton de Genève. Je pense qu'il est important de rappeler, et c'est un petit clin d'œil au professeur Haddad, que nous avons une cité avec une université brillante, et qu'il n'y a pas seulement le Polytechnicum de Lausanne. Nous avons ici à Genève une université dont les professeurs actuels ou émérites ont reçu le prix Nobel. Il y a aussi des médailles Fields à Genève. Bon, bien sûr, la dernière, c'était en français, mais qui est à l'université de Genève, et c'est la troisième dont bénéficie cette université, qui, comme vous le savez, a été fondée par Jean Calvin en 1559, et donc une université qui remonte à... Par ailleurs, comme vous l'avez aussi entendu, je suis membre de la commission de politique extérieure. Je suis très engagé pour la promotion et la défense de la Genève internationale. Et votre présence ici, naturellement, contribue
disons, au rayonnement de la Genève internationale. Et je suis vraiment ravi que vous ayez choisi la Suisse et cette ville et ce canton pour votre congrès international. Mais revenons un peu à notre sujet, c'est-à-dire au sujet pour lequel on m'a demandé de venir vous parler, à savoir d'une part disons la situation du français dans un État plurilingue comme la Suisse, et ensuite qu'est-ce qui est mis en avant, pour disons la défense et la promotion du français dans notre pays plurilingue. Pour le comprendre, je crois qu'il est important pour comprendre la place du français dans cette diversité linguistique de la Suisse, il y a lieu donc de commencer par exposer un petit peu les dimensions aussi géographiques de la langue française en Suisse, les dimensions historiques et institutionnelles qui jouent un rôle en ce qui concerne la langue et, disons, la culture française. Selon les derniers chiffres qui sont disponibles, qui ont été publiés au début de cette année, sur une population résidente de 8,5 millions d'habitants, il y a 62% qui ont comme langue maternelle ou langue principale, on ne va pas parler de maternelle, langue principale l'allemand, ou un dialecte suisse-alémanique, on y reviendra, puisque ça a un rôle important, le dialecte suisse-alémanique dans notre pays. 22,8, donc 23% de la population a comme langue principale le français, 7,9% la langue italienne, ou un dialecte tessinois ou italo-grison, puisque l'italien se parle pas seulement dans le canton du Tessin, dont je suis originaire, mais également dans le canton des Grisons, où il y a une autre langue qui est le romanche et qui est parlée par 0,5% de la population. D'ailleurs, le romanche n'est pas une seule langue, elle se décline en 5 variantes possibles, et donc très très peu de Suisses connaissent le romanche et les diverses variantes. En outre, 23% de la population a comme langue principale une langue non officielle de la Suisse. Donc les langues officielles sont l'allemand, le français et l'italien. Ce sont ça les langues officielles. On reviendra sur le concept de langue officielle et de langue nationale. Et cette langue principale, c'est d'abord l'anglais, le portugais et l'albanais. Nous avons une communauté en Suisse relativement importante de personnes venant du Kosovo. Avant la guerre au Kosovo et ensuite, pendant la guerre, il y a eu énormément de Kosovars qui sont venus chercher protection en Suisse, et nous avons une communauté qui est restée, et donc cela explique cette forte présence de la langue. Bon, si vous faites le calcul de tous les chiffres que je vous ai donnés, c'est que vous arrivez à plus de 100%. C'est simplement parce que certains, dans le sondage, indiquent avoir 2 langues principales, et à partir de là, vous avez un total qui dépasse le 100%. Voilà, les langues nationales, comme c'est un concept, c'est-à-dire ce sont celles qui sont parlées par la population. C'est donc l'allemand, le français, l'italien et le romanche, alors que les langues officielles, ce sont donc les 3 langues principales, à savoir les plus importantes, parce qu'il ne faut pas confondre les concepts, donc l'allemand, le français et l'italien. Les langues donc, nationales sont peu présentes en dehors de leur zone territoriale. C'est-à-dire ça, il faut le remarquer, et ce qui explique que finalement en matière de langue, on applique en Suisse le principe de la territorialité. C'est un élément qui est quand même central, et ce principe était, on va dire, très, très clairement et fortement appliqué jusqu'à dans les années 90. Et à partir des années 90, on voit un affaiblissement, surtout dans les zones frontières et limitrophes des langues, notamment dans le canton de Fribourg, d'autres zones où on verra il y a une situation qui est un peu plus complexe. Pour la Suisse, la diversité des langues est un élément clé de la construction de son identité nationale, au-delà des répartitions que je viens de vous dire. Rappelons que la Suisse est construite tout au long de sa longue histoire autour
de l'agglomération de cantons avec leur propre langue. Et c'est cette histoire qui, peu à peu, a donné naissance à notre pays, la Suisse, avec ses communautés de langue allemande, de langue française ou de langue italienne ou romanche. On n'est pas du tout dans la constitution d'une nation, comme ça a été le cas en France, en Espagne, en Italie. Donc c'est une approche qui est assez différente, et il explique aussi la situation au niveau plurilingue actuel. Les cantons dans lesquels vivent ces communautés linguistiques se sont progressivement donc réunis autour d'un projet politique et institutionnel commun, parce qu'ils trouvaient des bonnes raisons pour le faire. Or, ce projet politique commun s'est basé sur le plurilinguisme. En d'autres termes, la coprésence de plusieurs langues est au cœur du projet politique en Suisse. Pour le dire d'une autre façon, si elle n'était pas plurilingue, la Suisse n'existerait pas. C'est un pays qui s'est constitué non pas en dépit de sa diversité de ses langues, mais grâce à la diversité de ses langues. Et je crois que c'est un élément important à le savoir, puisque cela contribue fortement à l'identité nationale. Le français est bien évidemment une composante essentielle de cette réalité politique et culturelle très particulière. Curieusement, malgré cette dynamique, la question linguistique est apparue tardivement dans les préoccupations politiques de la Suisse. C'est-à-dire qu'une chose, c'était la réalité, on va dire, la dynamique politique de constitution de la Suisse, et de l'autre côté, c'était, on va dire, la conscience de la question linguistique. Et l'explication est historique. Jusqu'en 1798, le pays est dirigé pendant des siècles par des oligarchies urbaines et rurales, et est resté purement germanophone, si l'on se fonde sur les pouvoirs exécutifs des entités qui composaient l'ancienne confédération des 13 cantons. Certes, existaient dans les territoires germanophones dominants des zones qui utilisaient des parlers locaux issus du latin, mais il faudra attendre l'entrée dans le pays de l'armée de la Révolution française pour que Napoléon Bonaparte redessine le territoire et impose la République helvétique, qui prévoyait un régime centralisé et surtout l'égalité de droits de tous les citoyens. Cette égalité des citoyens impliquait également l'égalité des langues, de sorte que tout ce qui était réglementé par l'autorité centrale, composé pour la première fois de représentants de diverses régions linguistiques, notamment latines, sera obligatoirement publié dans les 3 langues les plus importantes, soit l'allemand, le français et l'italien, en vertu d'un décret du 20 septembre 1798. Quelques années après ce décret, constatant, et je cite Napoléon, « La Suisse ne ressemble à aucun autre pays. La nature a fait de la Suisse un État fédératif. Vouloir la vaincre n'est pas d'un homme sage. » Et donc, il revenait en arrière, et le 19 février 1803, il mit fin à la éphémère République helvétique centralisée et signe l'acte de médiation qui marque le retour à l'ancien régime fédéral, caractérisé par une répartition des compétences politiques entre la Confédération et les cantons, et en même temps qu'il concrétise l'entrée dans la Confédération de 6 nouveaux cantons, dont 2 cantons latins, le canton de Vaud, officiellement francophone, et le Tessin, officiellement italophone. Il est d'ailleurs piquant de constater qu'en 1803, le premier Landamann, c'est-à-dire le premier chef du gouvernement suisse, c'est le fribourgeois Louis Daffry, qui ne parlait pas un mot d'allemand, et il était secondé par un secrétaire particulier, Jean-Marc Mousson de Morges, qui lui parlait très très bien l'allemand, puisqu'il était bilingue, en raison de l'occupation bernoise du canton de Vaud pendant très très longtemps. Et donc, ce sera d'ailleurs lui qui sera le premier chancelier de la Confédération de 1803 à 1830. En 1815, après la défaite napoléonienne, les cantons de Genève, de Neuchâtel et du Valais viendront compléter les cantons francophones du pays, avant que s'ajoute en 1979 seulement le 26e canton, celui du Jura, détaché du canton de Berne. Ainsi, c'est à la France et c'est à la Suisse latine que notre pays doit historiquement le plurilinguisme officiel, égalitaire, qui constitue aujourd'hui encore un des piliers de la politique linguistique de la Confédération.
Celle-ci ne s'est pas formée en se référant à un souverain, comme je le disais tout à l'heure, à une culture particulière, à une langue qui aurait créé l'unité du pays. La Suisse est une nation construite sur la volonté politique, on dit en allemand ein Willensnation. Et c'est un élément exactement très central. C'est donc cette volonté politique qui l'a réunie dans un système fédéraliste des citoyens de langues et de cultures différentes, ayant la volonté de vivre ensemble, de préserver leur autonomie face à l'ingérence extérieure. La Suisse est ainsi nourrie de sa diversité, même si l'affirmation identitaire de ses communautés linguistiques est moins marquée qu'ailleurs. Au regard du droit constitutionnel, la langue nationale et la langue officielle, comme je disais tout à l'heure, ne se recoupent pas nécessairement en une seule et même réalité historique. La langue nationale est la langue du peuple, reconnue comme telle, alors que les langues officielles, celles de l'État, celles que les organes de celui-ci pratiquent et instituées par la Constitution et qui l'utilisent en tant que langue juridique. La tendance actuelle est cependant à la confusion de la notion de langue nationale et de langue officielle. On rappellera que la Confédération suisse prévoit 3 niveaux étatiques, le niveau dit national, qui est le niveau fédéral, officiellement quadrilingue, et le niveau cantonal, qui est composé de 26 cantons, dont 17 ont une seule langue officielle, l'allemand, 4 qui ont la seule langue officielle, le français, Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura, un canton a comme seule langue officielle l'italien, le Tessin, et ensuite il y a 3 cantons ont 2 langues officielles, français et allemand, c'est les cantons de Fribourg, Valais et Berne, et puis il y a un canton qui est le canton des Grisons, qui a la particularité de reconnaître 3 langues officielles, puisque c'est l'allemand, le romanche et l'italien. Et donc vous voyez qu'on est dans une situation très disparate dans les cantons. Au-delà du niveau national, il y a encore le niveau cantonal. Mais au sein du niveau cantonal, il y a encore le niveau communal. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça vient faire? Mais comme on est sur le principe de la territorialité, dans les cantons qui sont les cantons bilingues, naturellement, il s'agit de déterminer si la commune, si le district ou l'arrondissement est encore de langue française ou de langue allemande. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'administration, voire les tribunaux, les juges de paix, voire les tribunaux d'arrondissement s'exprimeront plutôt dans une langue que dans une autre. Et donc, cela amène effectivement à des discussions, surtout dans les cantons bilingues, et cela est naturellement quelque chose qui suscite souvent des débats, et c'est le cas notamment dans le canton de Fribourg. Toutefois, je dirais encore que ces dernières années, on constate un autre phénomène qui a été évoqué d'ailleurs ce matin, c'est l'introduction de l'anglais. Tout ce matin, on évoquait la question des cours qui sont donnés en anglais et on va dire la diffusion sournoise de l'anglais. Alors en Suisse, on assiste aussi à ce phénomène. En effet, l'anglais pénètre aussi les sphères étatiques et celles de l'enseignement. D'ailleurs, en 1991, il y a eu une modification de l'article de la loi sur les écoles polytechniques qui a rajouté en plus des langues allemandes, français et italien pour l'enseignement, la langue anglaise, ce qui fait qu'officiellement dans les écoles polytechniques qui sont de compétence nationale, on peut parler l'anglais, on peut enseigner en anglais, et cela est conforme à la loi. Il faut aussi relever que le nouveau tribunal, maintenant il n'est plus tellement nouveau, mais tribunal fédéral des brevets de 2009, lui aussi a introduit dès le départ en fait la langue anglaise comme langue de procédure. C'est vrai que c'est un domaine très particulier, mais pour attirer, on va dire, les litiges en Suisse, on a introduit la langue anglaise aussi comme langue de procédure. Et tout à fait récemment, on a procédé à une modification de la loi sur la procédure civile qui permet l'usage de l'anglais dans les tribunaux commerciaux, même de première instance, si il y a une volonté des parties et une acceptation du juge. Pourquoi la Suisse finalement a accepté d'introduire l'anglais? Eh bien parce que le tribunal de commerce de Paris l'avait déjà fait en 2018 et que pour ne pas rester en reste dans la concurrence internationale sur les litiges commerciaux globaux, il y avait lieu finalement de suivre les traces et on se disait que si, on va dire,
le pays cœur et de la francophonie l'autorisait dans ces tribunaux, il n'y avait pas de raison qu'en Suisse on ne le fasse pas. Ça a été une bataille assez difficile parce que moi je ne vous cache pas que comme je le vois avec les tribunaux commerciaux qui sont assez actifs pour ces litiges, même si je défendais les intérêts nationaux, je pensais qu'il était opportun que ce soit introduit. Cette loi a été votée avec finalement une large majorité. Il y a un référendum qui pourrait être lancé, et s'il n'est pas lancé, elle va entrer en vigueur à partir du 1er septembre ou du 1er janvier de l'année prochaine. Soulignons encore qu'en Suisse, la Constitution fédérale et la loi prévoient une représentation équitable des communautés linguistiques dans les organes de la Confédération et des tribunaux fédéraux. Si aucun quota n'est prévu pour le gouvernement, chose assez intéressante, nous sommes dans une époque très particulière puisque nous avons un Conseil fédéral de 7 personnes qui est prévu par la Constitution, mais dont en général la représentation est majoritairement germanique. Mais nous sommes dans une situation particulière où la majorité aujourd'hui est latine avec 3 romans et 1 italophone et 3 germaniques. Je pense que ça ne va pas durer très longtemps et normalement il y a simplement 2 romans et puis 5 germaniques avec de temps en temps un roman qui cède la place au latin. Je pense que cette situation-là est dépassée et que l'on aura probablement une représentation latine qui sera de 3 vis-à-vis de 4 germaniques. Et puis il y a naturellement la question de savoir comment ça se passe au niveau de l'administration. Est-ce qu'on a une bonne représentation des différentes langues dans le monde administratif? Et là, il y a une analyse qui est faite régulièrement. La dernière analyse, elle porte sur les années de 2018 et montre que les valeurs cibles sont atteintes et que donc les romans, c'est-à-dire la langue française, est bien représentée au sein de l'administration et est conforme au pourcentage de la population. Il n'en demeure pas moins que la langue originale de plus de 80% des actes législatifs, donc les actes législatifs de la Confédération, est l'allemand. Les Français n'est langue originale que dans 18% des textes qui sont soumis au Parlement. Ce chiffre tombe même à 10% pour ce qui est en fait des règlements, c'est-à-dire des mises en œuvre des lois, les ordonnances qui sont conçues par le Conseil fédéral. Alors, vous me direz, c'est pas très important, mais ça veut dire qu'en fait, la législation suisse, de manière dominante, est pensée en allemand et ensuite traduite en français. Et ça a naturellement un impact sur le mode, finalement, aussi de légiférer et de concevoir la législation, et donc l'impact que ça peut avoir sur la population. Voilà, et donc peut-être aussi rappeler qu'au niveau cantonal, c'est au nouveau la même dynamique, c'est-à-dire que la langue, elle a un impact sur naturellement l'exécutif, sur le Parlement cantonal, sur l'administration cantonale, sur les écoles, et il y a là liberté qui est donnée au canton. Il y a seulement 2 principes, je vous ai déjà donné l'un, c'est que les langues officielles doivent être l'une des langues nationales, et le deuxième, on l'a aussi évoqué, c'est qu'il doit respecter le principe constitutionnel de la territorialité. On ne peut pas tout d'un coup forcer une commune à basculer dans une autre langue par simplification, disons-nous, administrative. Donc ici, on peut voir que la dynamique cantonale, elle va être déterminée par l'histoire du canton, par la composition sociologique des communes, et qu'il n'y a pas en Suisse une seule politique linguistique qui se développe, mais il y a, on va dire, la politique nationale et ensuite les politiques qui sont les politiques cantonales. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans certains cantons, la hiérarchie est encore compliquée puisqu'il y a les communes, les districts et les arrondissements. Et donc, nous avons effectivement une difficulté, surtout dans les cantons qui sont des cantons bilingues, où disons, les limites de savoir qu'est-ce qui peut être fait ou pas dans un arrondissement ou dans une commune se posent régulièrement.
Bon, face à cette complexité un peu administrative, mais qui fait partie de notre réalité, que nous, comme Suisses et politiciens suisses, avons intégré, ce qui paraît peut-être quelque chose d'incompréhensible pour des Français, que vous êtes en majorité ici, puisqu'il y a une unité finalement et une centralité de l'organisation administrative, de l'enseignement et aussi au niveau des tribunaux. Ici, naturellement, on est dans une situation qui est bien différente. Alors, certes, les francophones constituent la minorité linguistique la plus importante de Suisse. Si l'on considère son nombre, c'est 1,6 million de francophones établis en Suisse. Et sur ces 1,6 million de francophones établis en Suisse, 1,4 million résident à Genève, Vaud, Neuchâtel et Fribourg, Valais et Jura, et ainsi que dans la région francophone du canton de Berne. Cet espace linguistique forme ce qu'on appelle la Suisse romande. Le mot roman désigne le franco-provençal qui était parlé depuis le Moyen-Âge jusqu'à la fin du XIXe siècle par la population de la partie occidentale de la Suisse jusqu'à ce que le français, importé en Suisse, avec lequel cohabitaient les dialectes locaux, supplante ces derniers pour des raisons diverses telles que l'industrialisation de la région, la proximité géographique naturellement de la France, et également la langue française était utilisée dans les établissements d'enseignement par les autorités politiques et par les médias. Ainsi, au début du XIXe siècle, on peut dire qu'en Suisse romande, la langue de Molière étouffe ses rivales locales, selon l'expression utilisée par une linguiste, Dorothée Aquino-Weber. Le canton du Jura, spécifique, est le seul canton suisse à avoir adopté une loi sur l'usage de la langue française, qui date du 17 novembre 2010. Celle-ci se caractérise par le mandat donné à l'État jurassien par la Constitution cantonale, qui dit qu'il faut favoriser l'illustration de la langue française. Parmi les missions de l'État cantonal jurassien figure celle d'assurer un enseignement qui permet la maîtrise et suscite l'amour de la langue française, pour reprendre une expression utilisée ce matin par le professeur Haddad. Au-delà de la spécificité du canton du Jura, qui s'explique par sa création récente et la nécessité d'une identité, non seulement une identité linguistique, mais aussi culturelle du canton de Berne, parce qu'il y avait cette domination germanique que la population francophone subissait. La Suisse, en fait, et la défense de l'espace francophone est surtout en main de la CIIP, ce qu'on appelle, c'est en fait la conférence des directeurs de l'instruction publique des cantons de Suisse romande et du Tessin, qui fait un énorme travail de promotion de la langue française, et naturellement avec quelques organes spéciaux. Tout particulièrement, il y a aussi la délégation à la langue française, qui est en fait l'organe qui permet aussi de promouvoir la francophonie en Suisse. Disons que la mission en fait de cette délégation à la langue française, elle est intéressante puisqu'elle évoque que c'est à formuler des avis sur l'enseignement des langues, du français en particulier, ainsi que sur les questions générales de politique linguistique qui influent sur le rôle et la position du français. Également à participer à l'élaboration de propositions en matière de politique linguistique dans les instances de la francophonie, et enfin de représenter la Suisse auprès des instances analogues des pays et des régions de langue française. Donc vous voyez que c'est assez intéressant parce que ce n'est pas le niveau fédéral qui délègue, même si nous avons un ambassadeur à la francophonie au département fédéral des affaires étrangères, mais qui s'engage, on va dire, dans l'espace concret, on met les mains dans le cambouis, c'est cette conférence des directeurs de l'instruction publique, et ça revient à la préoccupation évoquée ce matin, qui était celle de dire le rôle des enseignants, le rôle de l'école pour la promotion du français et sa consolidation institutionnelle dans le pays. Mais ce qui est aussi frappant en Suisse, c'est que s'il y a un plurilinguisme institutionnel, officiel, au niveau fédéral et dans certains cantons,
le nombre important de langues et de dialectes sur le territoire suisse, quand on voit cette cohabitation du nombre important de langues et de dialectes sur le territoire suisse, environ 4/5 de la population de plus de 15 ans ne maîtrise qu'une seule langue nationale, malgré les efforts importants faits par l'enseignement des langues, en particulier en Suisse latine. Si la Suisse est institutionnellement plurilingue, force est de constater que la majorité des Suisses ne sont pas individuellement plurilingues. Alors, pour combler cette lacune, l'enseignement des langues, en particulier de la langue nationale dite partenaire, l'allemand pour les francophones et puis le français pour les germanophones dans les écoles primaires joue un rôle essentiel. Un des piliers des politiques linguistiques de tous les cantons romans est la promotion de l'apprentissage de la langue allemande, et ceci, il faut le dire, au détriment de l'anglais, y compris la création de filières lycéales bilingues, ce qui permet en fait de suivre l'enseignement avec des cours de matières importantes qui sont donnés en allemand ici à Genève ou dans le canton de Vaud aussi. Ça peut être que ce soit les mathématiques ou d'autres types de matières fondamentales pour passer son bac. Alors, ainsi, la première langue étrangère enseignée est l'allemand dans les cantons de Genève, Vaud, Genève, Jura et dans la partie francophone des cantons de Fribourg et Valais, ainsi que dans le canton du Jura bernois. Toutefois, force est de constater que ce n'est pas la même chose en Suisse allemande. En Suisse allemande, l'enseignement du français durant la scolarisation obligatoire a été remise en cause par nombre de cantons. En effet, il y a la volonté de promouvoir l'anglais et aujourd'hui on a une situation où nombre de cantons suisses allemands ont opté pour, comme première langue étrangère, ou disons non principale, l'anglais. Et ça, naturellement, ça a à long terme un impact non négligeable, même sur la cohésion nationale, au-delà de la langue française, ça ne peut qu'avoir cette fonction. Et comme j'entendais à midi, quelqu'un, c'était madame de l'ambassade de France, qui nous disait que dans le train, elle avait rencontré des jeunes filles qui étaient l'une de Berne et l'autre de Fribourg, et qui entre elles parlaient l'anglais plutôt que parlaient le français ou l'allemand, parce que finalement, peut-être l'une ne savait pas le français. Alors, comme nous l'avons signalé, bien qu'en droit suisse, le principe de la territorialité des langues est toujours prévalu, depuis la fin des années 90, la jurisprudence du tribunal fédéral, notre plus haute cour judiciaire, a assoupli l'application de ce principe dans les régions à la frontière des langues, et ceci plus souvent aux dépens du français. Or, en refusant de distinguer la situation d'une minorité autochtone majoritaire au niveau national de celle qui ne l'est pas, ainsi que le préconise le Comité des droits de l'homme de l'ONU, la jurisprudence actuelle tend à suivre les territoires de diffusion du français en Suisse et de porter atteinte à la diversité linguistique du pays et de sa cohésion. La valorisation de la langue française par une application stricte du principe de territorialité des langues constitue le point commun des politiques linguistiques des cantons romans, à l'exception du canton de Fribourg. Celui-ci semble tenté, à tout le moins, dans des zones de contact, par une application souple du principe qui peine à se réaliser en raison des fortes résistances de la population francophone, comme l'illustre d'ailleurs, de manière récente, un échec d'une tentative de fusion des différentes communes autour de la ville de Fribourg et de transformer cette nouvelle entité en entité bilingue alors que les communes aux alentours étaient des communes de langue française. Et donc il y a eu un rejet qui était là autour. En général, c'est le montant des impôts qui est déterminant parce que dans certaines communes, le niveau est plus haut et plus bas dans d'autres. Mais là, c'était la question en fait identitaire de la langue qui est devenue l'enjeu. Je préciserai encore que si la Suisse a ratifié d'importantes conventions internationales comme en 1997 la Charte européenne des langues régionales et minoritaires du 5 septembre 1992 et elle a ratifié également en 1998 la Convention cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales le 1er janvier 1995, cependant la langue française ne bénéficie pas de la protection de ces instruments internationaux, y compris dans ses territoires de diffusion. En effet, le Conseil fédéral a déclaré en application de l'article 3, paragraphe 1 de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires que seul le romanche et l'italien sont en Suisse les langues officielles moins répandues auxquelles s'applique la Charte.
Quant à la Convention cadre pour la protection des minorités nationales, son comité consultatif, dans son avis sur la Suisse du 20 février 2003, considère que les personnes appartenant à la minorité germanophone majoritaire en Suisse, résidant dans le canton de Fribourg et du Valais, peuvent se réclamer de la protection de la Convention cadre, ce qui met à mal la portée du principe de la territorialité, régissant pourtant la politique linguistique de ce canton roman et francophone. Avant de passer aux activités de la délégation parlementaire à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, j'aimerais esquisser quelques actions tout à fait concrètes de la promotion de la francophonie dans le contexte de la diversité linguistique que je viens de vous évoquer. C'est essentiellement autour de la semaine de la langue française et de la francophonie que cela se déroule. La francophonie est de plus en plus présente au sein des programmes et activités de la semaine de la langue française et de la francophonie, en initiant notamment en 2018 le cycle thématique à la découverte des francophonies du monde, c'est-à-dire cette semaine française et de la langue française, la francophonie a mis au cœur de ses activités culturelles et pédagogiques tour à tour différents espaces francophones. 2018, la francophonie d'Amérique du Nord, 2019, l'Afrique francophone, 2021, les îles francophones et 2022, l'Europe francophone. Et donc, on voit que lors de ces conférences, il y a donc une série de conférences, spectacles, concerts, projections, films qui ont permis de présenter au public et aux élèves des différentes régions linguistiques de Suisse et les particularités culturelles propres à chacune de ces francophonies. Il y a encore le Festival des Journées Francofilms qui a lieu, événement le plus important de cette semaine de la langue française et de la francophonie, qui se déroule à Berne et dont la particularité est de présenter des projections proposées par les ambassades francophones en lien avec leur pays, ce qui permet de montrer aussi la profondeur culturelle de la francophonie. En bref, les activités culturelles et pédagogiques proposées par cette semaine permettent de sensibiliser les différents publics, non seulement en Suisse romande, mais aussi en Suisse allemande, à la richesse culturelle du monde francophone, en prenant comme thématique les francophonies de notre globe. Cette manifestation annuelle met en évidence bien que partageant en même langue, ces pays et régions francophones présentent des pratiques culturelles différentes. Après avoir parlé de cette Suisse francophone, j'aimerais encore vous évoquer avec vous une parmi d'autres de ces expériences, disons, de partage de langue. La CIIP a par exemple organisé dans le canton du Jura récemment encore la venue d'apprentis suisses-allemands pour venir finalement faire un stage en immersion dans le canton du Jura pour pouvoir ensuite naturellement repartir avec des éléments de la langue française. Mais comme je disais tout à l'heure, ce type d'expérience est une expérience qui se pratique beaucoup en Suisse romande et une ouverture vis-à-vis de la Suisse allemande, mais l'inverse n'est pas vraiment le cas. Je voudrais encore vous évoquer rapidement les activités de la délégation de parlementaires auprès de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui a comme acronyme l'APF. Et donc, j'utiliserai cet acronyme. Cette organisation regroupe, comme vous le savez certainement, 91 délégations de parlements nationaux, locaux et ou régionaux en provenance de tous les continents. Créée en 1967 sous l'appellation Association internationale des parlementaires de langue française, l'APF constitue depuis 1997 l'organe parlementaire consultatif à la francophonie. Au sein de l'Assemblée parlementaire, 2 présidences reviennent traditionnellement à une personne de la délégation suisse. Il s'agit d'une part de la présidence de la commission extrêmement importante de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles, et d'autre part la présidence du réseau de lutte contre le VIH, SIDA, la tuberculose et le paludisme. Par ces 2 présidences, les thèmes de prédilection de nos délégations portent naturellement sur l'éducation, la santé et la culture. Alors, ce n'est pas des thèmes spécifiques à la langue française, mais c'est des thèmes finalement plutôt institutionnels qui sont mis en avant, et je vais en évoquer quelques-uns. En 2014, il y a eu la question de la formation professionnelle au sein de l'espace francophone,
Ce rapport, qui avait été coordonné par le conseiller aux États Didier Berbera du canton de Neuchâtel, avait pour objectif de faire connaître au sein de l'espace francophone le système de formation professionnelle suisse basé sur le modèle d'apprentissage dual, à savoir en partie en entreprise et en partie dans les écoles professionnelles. Par ce rapport, la délégation a souhaité lancer des pistes de réflexion sur les opportunités que présente un système de formation professionnelle de qualité à l'échelle de l'ensemble de nos sociétés. En 2015, la promotion des droits humains a été mise en avant dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida au sein de l'espace francophone. Ce rapport, qui a été piloté par Christian Levrat, sénateur également, visait à mettre en exergue l'importance sur le plan sanitaire de ne pas stigmatiser les groupes à risque tels que par exemple les personnes homosexuelles ou travailleuses du sexe dans le cadre des législations nationales. En 2020, c'est l'éducation aux citoyens d'urgence qui a été évoquée par le conseiller national Mathias Renard, aujourd'hui membre du gouvernement valaisan. Et là, l'accent a été mis sur la nécessité impérieuse pour les États de continuer à dispenser l'enseignement malgré les situations de crise. Naturellement, la réalité dans certains pays de la francophonie est bien différente de celle que nous avons en Suisse, même si en Suisse, nous avons vu que les moyens électroniques ne permettaient pas toujours d'avoir un enseignement qui aboutissent dans tous les foyers, puisqu'il y a quand même des disparités sociales qui font que les équipements sont bien différents. Actuellement, nous avons en cours un rapport, et c'est moi qui le pilote. Il s'agit d'un rapport sur la restitution des biens culturels spoliés durant la colonie. La délégation entend relever l'importance du patrimoine culturel en tant que marqueur de l'histoire et naturellement d'identité de peuple. Outre l'éducation, la santé et les affaires culturelles, la délégation suisse accorde également une importance soutenue à la protection et à la promotion des droits fondamentaux. En 2018, nous avons eu un rapport sur la peine de mort dans l'espace de la francophonie. Par ce rapport, la délégation a souhaité mettre en évidence le fait qu'au niveau mondial, l'espace francophone représente un moteur du mouvement abolitionniste. En effet, sur 82 États membres de la francophonie, seuls 4 ont pratiqué des exécutions au cours des 15 dernières années, tous les autres ayant aboli la peine de mort en droit ou en pratique. Sur le continent africain, sur les 25 États qui ont actuellement aboli la peine de mort, 21 sont membres de la francophonie. Ce rapport et la résolution qui l'a suivi ont donné lieu à la création au sein de l'APF d'une fonction de rapporteur spécial sur la peine de mort, dont l'exercice est attribué à une personne membre de la délégation suisse. En 2019, nous avons évoqué la traite des êtres humains dans l'espace francophone et aussi la problématique du fait que cette question était trop peu traitée dans les parlements, dans l'ensemble des parlements de la francophonie, et qu'il s'agissait d'en faire un objet de discussion et de débat, et aussi d'une régulation, c'est-à-dire de normes légales. Et en 2021, nous avons aussi piloté comme délégation un rapport sur les prérogatives des parlements en situation d'urgence. Naturellement, c'était en fonction de la crise SIDA, la crise Covid, et du fait que les institutions parlementaires en Suisse aussi ont été bloquées pendant un certain temps. Et ce rapport a souhaité mettre en exergue le fait qu'il y a une nécessité à ce que les parlements continuent à fonctionner, même en situation d'urgence, que ce soit des catastrophes, que ce soit des pandémies ou d'autres situations. Il en va de la solidité démocratique de nos pays. Vous l'aurez constaté, les travaux parlementaires de la délégation parlementaire à la francophonie auxquels nous participons visent non seulement à renforcer la présence de la langue française dans le monde, mais aussi à promouvoir des valeurs communes, ce qui est loin d'être une évidence dans le monde d'ailleurs que nous a décrit l'ambassadeur de France ce matin et que je ne vais pas encore reprendre. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, j'espère que par ces quelques propos, la situation de la langue française en Suisse, dans le monde, dans un pays plurilingue, et les enjeux auxquels nous faisons face auront pu vous apparaître plus clairs que quand vous êtes arrivés. J'aimerais à votre nom remercier M. Sommaruga de ses travaux sur le plan national et sur le plan international. J'espère que son propos
de nous introduire dans les arcanes du fédéralisme suisse ne vous a pas donné trop le tournis, parce que ça ne vous est sans doute pas familier. Mesdames, Messieurs, les contraintes de l'horaire m'obligent, avec l'accord du président Paul Van, de vous faire cette proposition. S'il devait y avoir des questions, notre section servira de relais et c'est très volontiers que nous les transmettrons à M. Sommaruga, que je remercie encore une fois en votre nom chaleureusement de sa disponibilité, de son exposé et puis d'avoir tenu à être à nos côtés aujourd'hui. Merci beaucoup. Micro. Mais encore une fois, un grand merci et puis nous gardons le contact, bien entendu. Je vous remets la revue, la dernière revue qui vous permettra d'aller dans l'espace en bonne compagnie. Et puis la médaille de la Mopaille, encore une fois, un grand merci. Merci. Vraiment. Moi, je rêve, quand je vais dans l'espace, il y en a un par contre qui dans mon rêve. Voilà. Merci beaucoup.